Nous évoquons souvent les échecs diplomatiques d'Emmanuel Macron en Ukraine, au Proche et au Moyen-Orient, mais dans une autre région du monde, en Afrique plus précisément, il est d'ores et déjà possible de parler de débâcle. En tout cas, c'est ce que nous dit la spécialiste de ce continent, Leslie Varenne. Leslie Varenne, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence ici. Je dis débâcle, vous dites défaite, débâcle qui n'est pas militaire, déroute politique. Dans votre essai, Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite, publié aux éditions Max Milo. Votre livre s'ouvre sur un flashback, à savoir le voyage d'Emmanuel Macron à Gao, au Mali, en 2017, alors qu'il vient tout juste d'être élu et que les troupes françaises sont engagées dans l'opération Barkhane. En voici d'ailleurs dans un instant des images. Leslie Varenne, vous dites qu'Emmanuel Macron s'est fracassé sur le mur des réalités. J'ouvre sur la première séquence d'Emmanuel Macron en terre africaine, 5 jours après le début de son investiture, où il arrive à Gao, dans la plus grande base de l'armée française à l'époque, sans passer saluer son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc c'est la première polémique, puisque les Africains vont très mal vivre le fait qu'il n'ait pas respecté un ancien. Emmanuel Macron va gérer la guerre au Sahel, puisqu'il s'investit vraiment dès le début de son mandat. Il est déjà très autoritaire. Il dit à ce moment-là, je serai exigeant, il faudra que les choses se passent comme ça, je ne suis pas plus compliqué que ça, mais j'ai la clé, je vais construire la feuille de route diplomatique. Donc il donne un peu le ton de ce qui sera ses postures en terre africaine et qui va beaucoup nuire à la France parce que ces pays-là, les Sahéliens, étaient plus prêts à avoir, le monde a changé, à avoir une France qui s'affiche de manière autoritaire, qui s'ingère dans la politique intérieure, et c'est tout ce qui va conduire. Après, il y a énormément de choses que je raconte tout au long du livre, mais c'est tout ce qui va conduire à cette défaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Occidentaux sont depuis 10 ans dans le Sahel. Donc janvier 2013, les Américains arrivent en même temps, ou un peu, j'ai plus la date précise, mais et les Européens sont là aussi. Ils sont depuis 10 ans dans le Sahel et depuis 10 ans, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Donc c'est ce qui a été mal vécu. Vous imaginez bien que si, avec l'aide des Occidentaux, le nombre de djihadistes avait diminué, si les populations avaient pu vivre en sécurité, s'il n'y avait pas eu de problème, je pense que les Occidentaux seraient restés. Ils sont venus discuter sur des postulats anciens, c'est-à-dire on vient discuter avec vous, mais il ne faut pas que vous travailliez avec la Russie, mais il ne faut pas que vous vendiez de l'uranium à l'Iran, et puis le général Langlais, le patron de l'Africom, a sorti son tableau et puis on va vous expliquer quelle est la situation chez vous et puis ce que vous devez faire. Et ça, c'est des discours qui ne passent plus du tout. Je ne sais pas si les Américains vont accepter de laisser une des plus grandes bases de drones en Afrique à Agadez de cette manière-là. Ils avaient une base de la CIA à Dirkou aussi dans le nord du Niger. Est-ce qu'ils vont partir? Ça, je ne sais pas. On va attendre de voir, mais je pense que les Nigériens lâcheront pas cette affaire de cette manière-là. Quoique, une chose quand même qu'il faut noter, c'est que les Américains, malgré ça, ont accepté de partir et ont accepté de continuer les coopérations et ont accepté de continuer à donner de l'aide au développement, etc. Donc ils ne quittent pas tout à fait le Niger, ils gardent une coopération avec le Niger, ce que la France n'a pas fait. Non, les pays africains ont tout intérêt à diversifier leurs partenaires. Ça leur a permis aussi de desserrer les taux français. Donc non, je trouve ce n'est pas étonnant. Et puis la Russie, si vous voulez, la Russie ne se pose pas en donneur de leçons. On va voir comment ça va durer, etc. Mais elle ne se pose pas en donneur de leçons. Donc et tous les États aujourd'hui ont le droit d'avoir tous les partenaires qu'ils veulent et d'accepter tout. En revanche, de la part de la Russie, venir dans ces États-là, c'est très intéressant, parce que je pense qu'il y a une petite provocation à aller au Tchad, à aller en Guinée,
c'est peut-être une réponse du berger à la bergère sur les positions d'Emmanuel Macron en Ukraine. Donc ils sont assez offensifs sur les pays, actuellement sur les pays de l'ancien précaré français. Alors déjà, c'est pas Sarkozy qui a renversé Kadhafi, hein, c'est l'OTAN. Sinon, je veux dire, la France toute seule aurait pas mené cette guerre, et c'est quand même l'OTAN qui était... mais évidemment, Sarkozy a sa responsabilité. Hein, je dis, c'est pas pour dédouaner la responsabilité de Sarkozy que je dis ça, mais pour remettre les choses un peu dans l'ordre. Oui, la France a une responsabilité dans la mesure où la guerre en Libye a conduit à ce que les rebelles Touaregs qui étaient aux côtés de Mouammar Kadhafi dans la Légion verte rentrent chez eux avec armes et bagages, ce qui a vraiment déstabilisé le Mali à ce moment-là. Il y a eu aussi des livraisons d'armes aux rebelles libyens qui ont traversé les frontières. Il y a eu ensuite le chaos libyen qui permet tous les passages, tous les trafics, etc. Donc oui, la guerre en Libye a déstabilisé le Mali, a déstabilisé le Sahel, d'autant que Mouammar Kadhafi était un pourvoyeur, non pas seulement de sécurité, mais il était aussi un pourvoyeur de fonds. Il aidait beaucoup ces États. Il aidait le Mali tant dans les infrastructures que l'agriculture. Donc ça a été aussi une perte à ce niveau-là.